Et donc vous avez commencé à rentrer un petit peu dans la partie David et Laë en répondant aussi en complément de ce que disait Axel Buendia, puisque vous êtes développeur indépendant. Et donc on a aussi entendu qu'il vous arrivait assez fréquemment de venir ici pour transmettre un petit peu votre savoir, tout ce que vous avez appris et tout ce que vous vivez au quotidien avec votre métier. Bonsoir David et Laë. Bonsoir. Je vous prends un petit peu à froid, hein. Vous êtes juste arrivé, paf. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je vois que notre technicien est ultra rapide et déjà très bien huilé, même si c'était imprévu. On vous a vu rebondir sur ce que disait Axel et sur la question qui avait été posée par, on l'espère, ce jeune futur professionnel du jeu vidéo. On vous a vu vous retourner tout de suite avec passion et cette envie de transmission. Vous l'avez parce que vous êtes finalement ici et vous donnez des cours, mais on voit que c'est une passion que vous avez envie de transmettre réellement. Vous l'avez toujours eu, ça, cette envie de passion, cette envie de transmettre? Ouais, alors en fait, pour la petite histoire, donc moi j'étais diplômé de la première promotion du master il y a en 2000, on a commencé en 2004, donc ça va faire longtemps. Et donc moi j'ai toujours été à fond pour créer des jeux et je suis plutôt sociable, donc j'aime beaucoup organiser les équipes, etc. Quand on a vu la grille de métiers, moi je fais 80% des métiers. Donc je fais partie un petit peu des exceptions, hein. Je suis plutôt développeur indépendant. Mais ouais, j'aime beaucoup parler de mon métier. Et, il n'y a rien de plus gratifiant que d'être sur un salon de jeux vidéo, de faire tester son jeu par quelqu'un et qui nous raconte ses émotions et qui nous renvoie aussi à des jeux peut-être qu'on a fait. Donc ça, c'est extrêmement gratifiant. C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour que les gens ils éprouvent des émotions, les mêmes que nous quand on était gamin en jouant au jeu, ou plus tard adolescent et plus tard même adulte. On retrouve aussi cette passion d'un médium qui est radicalement différent aussi et qui met les intentions de chacun au centre de l'action, quoi. C'est intéressant. On va donc découvrir au fil de cette prise de parole un petit peu votre parcours, votre quotidien, mais bien évidemment, quand on est spécialiste du jeu vidéo, rien ne parle mieux que les images, mon cher David. Voilà, vous avez vu, je l'ai trop vite récompensé. Ça met dans l'ambiance, comme dirait l'autre. Pourquoi vous avez choisi ce premier extrait pour introduire finalement? Donc ça c'est alors donc j'avais déjà une assez longue carrière, à peu près une dizaine d'années de jeux vidéo, et j'ai travaillé pour plutôt d'autres compagnies que la mienne, même si j'étais donc je commençais sorti de l'Engine, je suis parti à Mad Monkey Studio qui faisait plutôt ce qu'on appelle du shovelware, c'est des jeux à licence beaucoup. On en fait encore un petit peu, on reviendra un petit peu dessus. Puis après j'ai travaillé chez Motion Twin, qui est une coopérative qui crée ses propres jeux. Donc vous connaissez peut-être pour La Brute, Horde, Mush et puis Dead Cells aussi. Donc une vénérable société de jeux vidéo aussi, qui est une des plus grosses sociétés, en tout cas les plus connues en France, et qui était déjà très connue avant Dead Cells. Maintenant, bon, Dead Cells, c'est je sais pas combien de millions d'unités, c'est un des jeux les plus connus du monde. Mais voilà, il y avait aussi cette culture de la création originale. Donc sorti de cette société, nous on avait envie de reprendre la création originale. Et puis en fait, comme on est arrivé un peu dans la société où elle était un peu dans le creux, on est parti un peu avant que ça reprenne, bah on était quand même confortable et on voulait créer, un peu faire ce qu'on n'a pas le droit de faire normalement, c'est créer un jeu pour nous. Donc ça, on avait fait une game jam en fait, et on s'est marré avec trois potes à créer un jeu en mode un peu garage dans le salon
d'un copain, il y avait son tonton et c'était ça qu'il mangeait pendant que nous on était en train de coder comme des crétins dans une game jam pendant 2 jours. Et donc on a sorti le jeu qui allait devenir Double Kick Heroes et ça a cartonné direct sur internet et puis voilà, histoire classique, pouf, 50 000 downloads, ok, on balance tous nos projets super sérieux et puis on fait un jeu qui était vraiment du pur délire. On a mis tout ce qu'on avait envie et qui, en fait, on fait jamais ça. Et on dit aux gens de ne pas faire ça. La réalité, c'est qu'il ne faut pas le faire. C'est qu'on avait 10 ans, ou même il y en a un dans la boîte qui avait 25 ans d'expérience. Donc on pouvait le faire, mais ce n'est pas vraiment le truc pour démarrer, de faire juste un délire. Ça ne marche pas si bien que ça si on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Donc nous, on avait déjà un peu ce sens de l'impro, donc on a fait Double Kick Heroes. Donc en gros, c'est un jeu de rythme où on tape en rythme le son de la batterie et pour corser un petit peu et pimenter le tout, on tire sur des zombies. Donc chaque note, c'est un coup. Et donc ça a bien pris, ça a pris avec les banques, ça a pris avec le CNC, ça a pris avec le public, avec les festivals, on avait plein de prix. Donc nous, on a enchaîné et à chaque fois, on capitalisait. À chaque fois qu'on avait un prix, on s'est dit, on va aller chercher tel groupe, c'est peut-être possible, etc. Donc à la fin, on finit avec Gojira, Ginger, Carpenter Brut, Ultra Vomit, Psych Up, Sidi Larsen, enfin des noms qui sont absolument... Moi, c'est des groupes de mon enfance, puis de mon adolescence, puis quand je suis adulte, je me dis... jamais je ferai l'autruche de Psy-Cup voilà, ou Gojira. Enfin, c'est des trucs un peu complètement dingues. Et ça a pris et ça a marché. Et donc, bon, on était des vétérans, on faisait un jeu complètement pété et on s'est éclaté. Ça a bien marché. On a été soutenu par Amazon, Amazon Tencent et Microsoft. Donc, on était sur le Game Pass et donc super revenu. Très bien passé, un jeu qui marche encore super bien. Et puis après, en même temps qu'on allait chercher de l'argent pour faire le jeu, du coup, on faisait aussi des prestations et d'autres jeux. Donc c'était intéressant de vous montrer le parcours, c'est qu'on a fait notre propre jeu, mais pour le financer, il fallait aussi aller chercher des sous. Donc par exemple, on a fait Warhammer, si tu peux lancer. Donc ça, c'est un jeu qui est fait ici, par des gens qui sortent de l'IUT de génie électrique et qui ont monté leur petit studio, qui ont commencé par un petit jeu. Non, vas-y, laisse un peu le son. Bon, c'est pas grave. Your kind cling to your flesh, as if it will not decay and fail you. Donc là, ce qu'on a fait, c'est il y avait des camarades qui étaient ici, qui s'étaient installés, qui faisaient des jeux, et on a essayé d'apporter des opportunités par rapport à ce que nous on savait faire, qui était d'être un peu plus vétéran, un peu plus côté console, etc. Et donc on a pris le jeu Warhammer 40 000 Mechanicus qui marchait très bien sur PC, qui avait fait le meilleur démarrage des Warhammer 40 000 depuis très très longtemps et très bien vu par le public. Et on a fait la version console avec eux, on leur a proposé de l'amener là-bas et ça s'est bien passé. Donc ça c'est une première étape qui nous a permis de bien consolider notre début d'activité, de création et aussi entre guillemets de prestation et d'apport de mission. Là ça c'est la deuxième génération de projets qu'on a fait. Tu peux monter un petit peu le son je pense.
Donc là encore, toujours un petit peu la même optique, c'est que nous, on fait notre deuxième jeu derrière Double Kick Heroes, qui est radicalement différent. Mais pour financer ce deuxième jeu, il faut aller chercher des sous. Donc si on peut exercer notre art le mieux possible, c'est-à-dire faire des jeux un peu dingos et aider les potes, c'est mieux. Donc on était un petit peu proche de Temu, et puis on avait des potes en commun, et donc on s'est mis en commun pour faire la version Game Pass. Donc nous, on fait pas mal, soit des portages, soit des prestations de consulting, soit, on va voir dans le prochain trailer, on fait aussi du pixel art, donc on est reconnu pour ça, on a fait des clips vidéo, et puis on fait aussi des pré-productions. Par exemple, pour ce jeu, la boîte qui fait le jeu nous a demandé d'apporter notre expertise en pixel art qu'on avait déjà exercé sur Double Kick Heroes. Est-ce que tu peux m'appeler ? Donc voilà, notre métier, c'est faire des jeux complètement pétés, aider les copains à faire des jeux encore plus pétés. Ça résume un peu notre attitude, en tout cas, au Headbang Club. On est plutôt un collectif d'artistes, mais on fait aussi studio, mais on a aussi cette mentalité de se dire, ok, on va repousser les limites, on va repousser les codes, et du coup, comme on avait la capacité à prendre le risque, les gens ils nous confient le risque et on le traite le mieux possible. Donc on a aussi cette agilité parce qu'on est vétéran, mais en même temps on embauche des jeunes qui viennent de l'engine, qu'on forme et qu'on essaie de rendre justement le plus vétéran, le plus technique, et arriver à prolonger aussi cet esprit-là. Et c'est ce qu'on a réussi avec des super recrutements super cool de gens jeunes et talentueux. Donc c'est très très cool de participer à tous ces projets, d'avoir... Alors c'est pas forcément des grosses choses, c'est un portage, c'est le pixel art, mais bon, tu fais le pixel art sur Metal Slug Tactics, c'est un peu, c'est la référence du pixel art quand même dans le monde du jeu vidéo, un peu ultime puisque c'est la team Nazca, donc on est content de ça. Et finalement, voilà, en passant par l'engine, on peut arriver aussi à ce genre de choses, quoi. Vous utilisez la formule, David, jeu pété, mais il y a une vraie dimension artistique quand on voit ça. Il y a le côté finalement ludique, le côté jeu, etc. Mais quand on réfléchit plus profondément, et quand vous êtes arrivé, vous avez dit, là, tous les métiers qu'on a vus, j'en fais 80%. Quand on voit ça, il y a de l'image, il y a du son, on vous voit bouger un peu comme si vous découvriez le jeu vidéo. Il y a une réflexion sur le sonore, sur tous ces aspects-là. La dimension artistique, elle est hyper importante sur ces domaines-là. Oui, alors moi, à base, je viens du développement. Je fais aussi du design, je fais aussi de la production, je fais aussi du juridique, mais c'est parce que j'ai envie d'être indépendant et que notre société aussi elle correspond à ça. Donc aujourd'hui je fais plein de métiers, en gros je fais tout sauf des graphes et de l'audio, mais ça correspond à cette appétence-là, et oui, il y a une vraie passion du médium. Après, on sait aussi que tout le monde ne va pas forcément avoir la même passion, hein, ça c'est sûr, mais en tout cas, on essaye de le faire le mieux possible dans notre périmètre, quoi. Mets les pieds dans le plat, David. Comment se passent les repas du dimanche ? Est-ce qu'on a toujours cette image finalement, alors dans le sens noble du terme, mais un peu de geek quand on parle de jeux vidéo, ou est-ce que les mentalités elles ont un peu évolué et tout ce côté créatif, vous arrivez à l'expliquer et les gens l'entendent finalement ?
Parce que là, on vient de découvrir tout un tas de choses que les gens lambda, entre guillemets, qui ne sont pas dans ce secteur-là, n'ont pas forcément en tête. Est-ce que ça avance, cette image qu'on peut avoir sur le jeu vidéo? Ah non, non, c'est encore quand même très très une imagerie geek entre guillemets, même si on est des gens sérieux par ailleurs. On fait ce business sérieusement, malgré tout. Non, puis au final, les gens sont pas si joueurs que ça, c'est juste qu'il y a plein de joueurs sur Terre, mais les gens du quotidien qu'on rencontre sont pas forcément très joueurs, hein, tout simplement. Aujourd'hui, la plupart des boîtes de jeux vidéo, elles vendent quand même leurs jeux vidéo à l'étranger, à l'international, aux USA. Donc nous, c'est un peu exceptionnel parce que il y a le Hellfest en France, donc Double Kick, c'est plus de la moitié de ses ventes en France, mais c'est absolument exceptionnel. Normalement, c'est plutôt 10-12%, enfin, c'est des petits chiffres. Donc non, dans le quotidien, on est toujours un peu des geeks, mais ça s'est un peu plus normalisé. Mais bon, voilà, moi, ça m'est arrivé de discuter avec des gens et dire, je fais des jeux vidéo. Ah oui, il en faut. Comme si c'était genre louche, genre le dernier métier ou l'avant-dernier métier du monde. Il y a des gens encore qu'on rencontre pour qui l'e-sport, c'est un embrigadement. Il y a des gens pour qui le jeu vidéo, c'est la dépendance, c'est synonyme de plein de choses. En fait, on est juste un médium qui est devenu un peu... on est devenu regardé, c'est un des médiums qui est les plus utilisés, donc forcément, il y a tous les travers des médiums, comme on peut se perdre dans le cinéma, ou on peut se perdre dans le sport, ou dans plein de choses. La perdition n'est pas forcément liée au jeu vidéo en lui-même. Donc voilà, donc non, l'image n'a pas forcément beaucoup évolué, je pense. Par contre, c'est un petit peu normalisé. On nous tolère plus. Comment il se construit ce projet? Est-ce que finalement vous arrivez avec l'idée prédéfinie, vous y arrivez à imaginer le résultat déjà, ou est-ce que vous partez avec une idée de base et vous la développez au fur et à mesure où vous mettez un petit peu les mains dans le cambouis? Alors ça dépend, tous les projets sont vraiment différents. Parfois c'est une idée, parfois c'est une punchline. Parfois on est en game jam, on ne sait pas trop quoi faire, il y a cet élément qui me plaît. On va faire une salle de concert et puis depuis la salle de concert on va tirer sur des zombies. Ouais, autant être sur une bagnole et puis après on convoque une image de rock band avec cette chanson avec Highway Star où les gens ils sont sur un bus comme ça et puis Rock Band 2, le trailer et puis on convoque une autre image et puis la Cadillac, des dinosaures, des machins. Enfin, c'est un métier culturel donc on va brainstormer, on va échanger ensemble, on va essayer de trouver les meilleures stratégies pour trouver les idées les plus qui soient à la fois divergentes et qui marchent. Dans le cas de Double Kick, se dire qu'on va faire un jeu de rythme et un jeu de shoot 'em up en même temps, c'était pas évident, mais des fois, ça naît d'un hasard malencontreux aussi. Hein. Est-ce que la consommation des jeux vidéo, elle a changé avec ce qu'on vient de vivre, avec les gens qui sont restés encore plus chez eux avec la crise du Covid? Est-ce que leur façon de consommer a été un petit peu différente? Est-ce qu'on passe plus vite à autre chose? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas eu trop d'impact sur ce secteur du jeu vidéo? Il y a eu plutôt plus de consommation sur les jeux en général, puisque au lieu de faire peut-être 6-7% de croissance, on est monté à 10, 11, 12. Il y a toute une catégorie de jeux qui sont vraiment qui ont explosé. C'était les jeux coop comme Valheim. Valheim est un très, très bon exemple de ce genre de jeu qui a renforcé les gens, qui les a mis quand même ensemble autour d'un petit château viking et ça a connecté. Donc il y a ça. Il y a aussi les jeux de société les jeux de société digitaux ont explosé, mais à un point qu'on n'imagine même pas, qu'on a peut difficilement intellectualiser. Et il y a une autre dimension, c'est que le jeu vidéo est devenu une valeur refuge boursière. Et donc on a eu un certain nombre de rachats, de fusions, d'acquisitions qui ont fait que ça consolide vachement le jeu vidéo dans son positionnement de médium majeur aux côtés du cinéma ou de la littérature et des choses comme ça. Donc sans changer radicalement l'économie du quotidien, des ventes, etc., qui est resté un petit peu mieux, mais ça reste de l'ordre de la progression et des chaos un peu logiques. Il y a quand même une grosse assiette financière qui est venue se greffer sur le jeu vidéo comme valeur refuge financière. Quoi. Donc ça va changer les choses. Je pense sur les 5 prochaines années, on va avoir des jeux vraiment énormes sortir. Je pense qu'on est vraiment... on était déjà dans un âge d'or du jeu vidéo sur les années 2000, 2010, puis 2020, et je pense que 2020-2030, ça va être incroyable. Vous parliez tout à l'heure du recrutement, du fonctionnement de votre boîte, du lien que vous avez avec l'Engmin ici, en finalement venant donner des cours et puis en captant aussi les talents de demain. Justement, comment on repère un bon talent, un bon spécialiste du jeu vidéo? Est-ce que c'est surtout et avant tout le côté justement artistique, créatif, ou est-ce qu'il y a vraiment la partie technique qui rentre en priorité? Ça dépend de chaque personne. Il y a des gens, ça va être la passion et l'énergie. Ouais, on a eu quelqu'un il n'y a pas longtemps, c'était une quantité d'énergie
qui remettait la banane, qui remettait le sourire, qui permettait de relancer l'équipe et qui était en mode dès qu'il y a un truc à faire, ouais, c'est bon, et qui se surinvestissait presque, mais des fois ça va être ça, des fois ça va être quelqu'un qui a toujours des solutions créatives, des gens qui vont pousser, on leur demande ça, ils vont donner ça. Les grosses constantes, c'est que c'est des gens qui ont fait des jeux et qui n'ont pas attendu l'autorisation de la société pour faire des jeux. Ça, je pense que de façon générale, ne pas attendre l'autorisation de la société pour faire des choses et pour faire progresser son domaine, c'est vachement intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça. Ce qu'on voit, c'est une effusion créative, une effusion, un afflux de talents. Donc c'est quelque chose qu'on essaye aussi. C'est pour ça aussi qu'on va rencontrer des gens. C'est parce que souvent, c'est des gens qu'on va rencontrer ici et qu'on va recroiser demain. Et c'est des gens qui ont un parcours de vie, ou même nous, en tant que créateurs, c'est des gens qu'on croise en fait. Voilà, que ce soit à l'école ou dans des conventions. Donc des gens qui font partie du jeu vidéo et dont on est juste la première porte. Mais ils en font déjà partie, même. On voit bien les meilleurs des promos, c'est des gens, moi j'ai recruté des gens en master, ils avaient déjà 10, 12 game jam à leur actif. Ils avaient déjà fait masse de jeux, ils n'avaient pas attendu que je leur donne l'autorisation de faire des jeux. Et ça c'est vachement important, il faut que faire des jeux, ça soit une seconde nature, un besoin. Après il y aura peut-être des gens qui vont intégrer le jeu vidéo de façon plus normalisée, comme un métier, etc. Malgré tout, dans les petites sociétés comme la nôtre, c'est un peu moins fréquent. Voilà, ça arrive. Mais il y a quand même dans des grosses sociétés qui sont peut-être celles qui vont avoir besoin moins de multitâches, ils vont demander une excellence technique, ils vont demander une excellence sociale aussi, puisque les équipes de jeux vidéo, c'est vraiment de la communication entre nous. On peut être assez moyen techniquement, mais si on communique bien, on va compenser tous les problèmes possibles, et du coup, on va les anticiper et on va faire gagner du temps aux gens. Donc, il y a toujours une partie d'excellence, moi j'ai l'impression, ça peut être dans les soft skills, ça peut être dans les hard skills, mais on voit que chaque personne est quand même excellente dans ce qu'elle fait, quoi.